Bonsoir à toutes et tous. Merci aux formations politiques qui construisent ici une alternative et qui m'ont proposé de venir. Je vais essayer, à défaut d'être exhaustif, de vous donner un état d'esprit, celui des élus de la gauche par l'exemple. Plus précisément, la gauche par l'exemple, c'est le nom de l'association des élus du parti de gauche et apparentés, puisque nous avons fait le choix de nous constituer en réseau, constatant que il y avait peut-être là une spécificité à faire valoir et à proposer un rassemblement plus large que le nôtre sur des pratiques qui visent à rompre avec tout discours entre les pratiques et les actes, toute schizophrénie en politique, que ce soit en matière de cumul des mandats, que ce soit en termes de décalage entre les engagements électoraux et le passage à l'acte effectif une fois qu'on est élu, mais encore peut-être aussi entre les résolutions de congrès et l'exercice du pouvoir. Combien de fois on a vu dans des programmes électoraux s'écrire qu'il fallait tantôt dans ce domaine, tantôt dans un autre, un grand service public de ceci, un grand service public de cela, et depuis 30 ans, les alternances passent au pouvoir, et les grands services publics de ceci et les grands services publics de cela, nous ne les avons jamais vus, ou en tout cas dans des domaines comme l'eau, les déchets, le refus des privatisations des années 90, pour revenir vers des notions et un rapport en matière énergétique ou en matière service public postal vers des questions plus liées à l'intérêt général qu'à flatter les intérêts particuliers, pour pas dire l'appétit, la gourmandise de ceux qui sont pressés de faire du profit avec tout et n'importe quoi, et surtout d'aller là où nous sommes captifs, là où on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire les biens communs du vivant, ce qui est impossible, de quoi il est impossible de se soustraire, puisque on en a besoin pour être debout, pour être en bonne santé, pour ne pas mourir dans 3 jours, comme c'est le cas pour l'eau potable, mais aussi pour accéder à notre droit à la mobilité, quelles que soient nos ressources, pour accéder à nos loisirs, à notre activité professionnelle ou de retraité. Alors, si j'ai bien compris la commande, je me suis au fil du temps tellement spécialisé sur l'eau que mon cerveau a tendance à toujours bifurquer vers ce sujet, mais rassurez-vous, j'ai compris qu'il nous fallait parler ce soir de comment on pouvait sortir la finance qui s'incruste dans la vie communale. Alors, pour bon nombre d'entre nous, du côté de ceux qui veulent renverser la table, qui prétendent exercer le pouvoir à la place de ceux qui l'exerçaient hier ou l'exercent aujourd'hui, eh bien, c'est l'occasion formidable de dire au plan local que nous pouvons, que nous savons faire, et que ceci est sain et révèle d'une bonne gestion de l'intérêt général, d'une bonne gestion des deniers publics que l'on nous confie. Et à l'heure où on voudrait, au nom d'un dogme et d'une pensée libérale européenne, mettre tout en coupe réglée et tout rendre marchand, monétisé, bref, disponible pour faire du business et faire de l'argent, eh bien, puisque nous pensons qu'il faut à la fois désobéir au plan national et au plan européen, eh bien, commençons par les élections municipales pour en faire la preuve, et prenons des engagements en partant d'exemples concrets, parfois, en revendiquant des choses nouvelles, souvent, pour tourner la page de tous ces compromis pourris qui ont été mis en œuvre dans la mandature municipale précédente. Il s'agit donc de construire des engagements, non pas pour aller en mars 2014, mais pour gouverner les communes de 2014 à 2020. Voilà notre prétention, et voilà ce à quoi nous nous disposons.
Et quand ce sont dans des rassemblements heureux, qui dépassent les contours de ce qui s'est mis en musique et qui a créé un événement politique à l'élection présidentielle, je pense aux 4 millions de voix obtenus par le candidat Jean-Luc Mélenchon, et que cela va bien au-delà dans des rassemblements dans maintenant des dizaines de villes en France qui sont bien plus larges que cette petite histoire du front de gauche, tantôt avec Europe Écologie, tantôt avec le NPA. Parfois, on ne désespère pas que ce soit avec les deux en même temps, parce qu'on arrive localement à prendre des engagements fermes et formels de refus et de combativité face à l'austérité menée par le gouvernement Ayrault, et de prétendre que l'on va construire quelque chose de radicalement différent à partir des résistances à cette austérité dès l'échelon communal, eh ben, nous en sommes heureux. Et si ma venue aujourd'hui contribue à faire la courte échelle à ce type de rassemblement autour de ce que vous avez engagé, eh ben, je serai content d'y avoir ponctuellement, modestement contribué. Alors, de quel balcon je parle, si je puis employer cette expression? Il se trouve que le militant politique en culotte courte a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Il n'a aucune gloire personnelle particulière, mais de penser qu'il faut toujours dans la vie, quand on s'engage, à être unitaire pour 2, pour 3, pour 4, et puis pas sur des petits dénominateurs communs. C'est-à-dire des trucs où après, le mandat qui est donné par les électeurs, ou ce sur quoi on a fait un accord, c'est politiquement transparent. Il n'y a rien dedans. Non. Assumer que nous allons à la confrontation, au débat argumenté, et que nous avons l'ambition de renverser la table. Bon. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça plutôt jeune, en démarrant pas nécessairement par ce qu'il y avait de plus à gauche dans l'échiquier politique, puisque c'était comme un gamin de la génération Mitterrand, un peu aveuglé par cette période sûrement, que je me suis engagé à militer. Mais avec à l'idée qu'il fallait jamais rompre l'alliance, non pas le slogan, mais pour des raisons de contenu, l'alliance du mouvement ouvrier organisé dans sa diversité politique, mais qui se préoccupait d'unifier le salariat et de marcher fier à construire les rapports de force utiles aux intérêts du plus grand nombre, aux intérêts de classe du salariat dans sa diversité. Ça m'a amené à être maire à 28 ans d'une ville de 31 000 habitants, à exercer ce mandat pendant 11 ans et à présider maintenant depuis 10 ans une communauté d'agglomération, les Lacs de l'Essonne, ça a été dit, de 60 000 habitants. Je ne vous raconte pas ça pour vous donner un CV, mais pour vous dire que sur ce parcours, je prendrai 3 exemples pour que vous compreniez pourquoi il était aussi important pour un certain nombre d'entre nous, et pour moi en particulier, de traduire ça, notre anticapitalisme et notre sens de l'intérêt général et notre engagement dans la lutte des classes en actes concrets, qui soient des points d'appui pour démontrer que ce que nous disons, nous le faisons, et que si nous exerçons le pouvoir demain, nous allons faire ce que nous disons. Et nous prévenons aussi nos détracteurs et nos adversaires que nous, on peut nous faire confiance, en tout cas on peut nous faire confiance pour demain faire ce que nous disons aujourd'hui. Et nous pensons que c'est à la hauteur des enjeux et des urgences, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques, de notre temps. Celui qui vous parle a eu le bonheur de contribuer à sortir d'un département entier une filiale de Suez Environnement qui s'appelle la CITA Île-de-France, qui gérait les déchets de 110 communes. J'ai eu aussi le bonheur de sauver un cinéma qui avait vocation à être transformé en vente de pièces auto par mon prédécesseur en cinéma 3 salles qui reçoit aujourd'hui en régie publique communale 70 000 entrées par an, et qui est coincé entre 2 multiplex, et qui est fier de faire ce résultat-là avec un projet culturel, avec les écoles, avec les collèges, et avec un public, et en particulier un public jeune. Je vous dis ça parce que il faut pouvoir toujours, selon moi, traduire notre volonté politique en actes, et vous avez aux 4 coins de France, ça a été dit avant moi, des points d'appui qui permettent aujourd'hui de faire autorité et de dire
la gestion autrement est possible. Enfin, plus récemment, nous avons arraché notre territoire à la gestion privée par Veolia de la moitié de notre territoire sur l'eau, et on s'apprête à le faire pour l'approvisionnement de l'eau qui provient d'une usine privée qui appartient au privé, au groupe Suez, et aussi la distribution par ce même groupe sur l'autre partie du territoire. Nous le faisons, j'y reviendrai tout à l'heure, dans un contexte où tout le monde en Île-de-France s'apprêtait à repartir dans un contrat avec cette multinationale Veolia pour 12 années. Nous ne nous sommes pas résignés, ça ne nous a pas valu que des amis, ça nous a valu aussi que des gens mettent à prix notre tête politique en payant un cabinet pour nous démolir, et nous y sommes quand même arrivés, non seulement à créer une régie publique de l'eau, mais aussi à définir un projet original dont je vous reparlerai tout à l'heure, parce qu'il ne suffit pas d'être en gestion publique de l'eau ou en gestion publique tout court. À un moment donné, c'est pourquoi faire, et là aussi nous prétendons que nous avons des différences à faire valoir par rapport à d'autres approches. Et nous allons, dans quelques semaines, nous approvisionner aussi en eau publique pour totalement nous défaire des prédateurs qui sont venus surfacturer nos concitoyens pendant trop longtemps au travers de la facture d'eau. Alors, ceci étant dit, pour que vous compreniez que de quel bois est fait votre interlocuteur, je veux pouvoir dire que sortir la finance de la vie communale, ça commence dans un travail municipal ou de communauté d'agglomération par faire très clairement la transparence sur les politiques de financement de cette même collectivité. Alors quand je dis ça, ça touche à la fois à des sujets qui sont du ressort de la revendication politique par un conseil municipal. Nous sommes, nous, de ceux qui allons rentrer en mars 2014 dans les assemblées municipales, soyez prévenus, pour réclamer haut et fort un véritable pôle public bancaire en France, et particulièrement une banque publique qui permette de financer les investissements publics de la nation, certes, mais 70% de la commune publique venant des collectivités locales, qui financent à taux zéro les investissements publics, parce que l'investissement public, c'est un investissement d'intérêt général pour la génération d'aujourd'hui, comme pour les futures générations. Et qu'il est insupportable de voir encore des apprentis sorciers, comme Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier, ou Gérard Collomb, président du Grand Lyon, monter une agence qu'ils prétendent publics pour aller chercher de l'argent pour le financement de leurs seuls actionnaires, les collectivités membres de leur agence, sur les marchés financiers. Bref, payer avec nos impôts que nous avons déjà du mal à payer, avec nos factures que nous avons déjà du mal à honorer, les frais financiers des banques au travers des taux d'intérêt qu'il nous faudra honorer. Donc, leur tentative ou leur communication ne doit pas se transformer en attrape-gogo. C'est un mensonge éhonté qui conduit à ce que derrière une agence écran auquel on rajoute le terme de public, eh bien à l'arrivée, on serve toujours les intérêts de la finance et des banques et des logiques de profit qui sont à l'œuvre sur le continent européen. Première étape, c'est donc la revendication. Deuxième étape, pour sortir la finance de la vie communale, on commence à regarder à quoi ressemblent les prêts bancaires qui sont signés par nos prédécesseurs. Il est inacceptable de ne pas suivre les évolutions de marché, tantôt en allant vers des taux fixes, des taux d'intérêt fixes quand on emprunte au nom de la collectivité, parce que c'est sain d'emprunter, je vais y revenir dans un instant, d'accord ? Tantôt, selon la conjoncture, vers des taux variables, puisque on est contraint aujourd'hui d'aller sur les marchés financiers et les offres des banques. Mais surtout, il est aussi opportun quand on prend les manettes, et nous on prévient, que si on rentre dans un conseil municipal comme à Chambéry en mars prochain, eh bien, on demandera des comptes sur pourquoi il n'a pas été porté plainte par la commune toutes ces années contre les banques qui ont proposé des emprunts toxiques, et pourquoi on n'engage pas les poursuites pour que soient condamnés ceux qui ont fait signer à des élus de pareils contrats qui sont scélérats pour l'intérêt général, pour les contribuables et y compris pour les générations futures. Nous leur demanderons des comptes, et donc y compris aux dégonflés qui, en occupant des responsabilités, n'ont pas été fouillés de ce côté-là et ont refusé, pas
la renégociation de ces emprunts, d'engager des poursuites contre les salopards qui ont conduit à la signature d'emprunts pareils. Vous voyez, vous n'avez pas fini avec nous. Mais au-delà de cet aspect, il y a la culture de gestion. Sortir la finance de la vie communale, c'est aussi sortir la culture capitaliste de la gestion locale. La chose publique, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est répondre aux questions qui intéressent toute la société, et pas la somme d'intérêts particuliers. Nous devons avoir à l'esprit que nous sommes là pour financer, en tenant compte le plus possible de la réalité sociale du bassin de vie dans lequel on s'engage, on exerce des responsabilités d'élus, mais pour financer des services publics et essayer de résister, de protéger et d'ouvrir des nouveaux droits. En tout cas, c'est ce qu'il nous faut essayer de faire avancer dans le débat local. Et donc pas être rivé sur des indicateurs financiers révélés comme étant des indicateurs de bonne gestion. Par qui? Par les agences de notation et par les banques. Résultat, on se retrouve avec des indicateurs financiers qui plaisent aux banques et aux agences de notation, quelles que soient les conditions d'exercice des services publics ou des missions de services publics, puisque je connais un artifice habile, et vous excellez à Chambéry en la matière, pour améliorer vos indicateurs financiers. Ou en tout cas, sûrement pour essayer, parce que quand je prends l'endettement de la ville de Chambéry, je constate que la ville est beaucoup plus endettée que la moyenne de sa strate, mais je n'ai pas été regarder le budget, mais je me dis, bon, après tout, c'est peut-être pas grave si elle arrive à se le payer. Parce que l'endettement, sur plusieurs générations, pour amortir des équipements qui vont servir plusieurs générations, moi je trouve ça bien et je trouve ça normal. Bien. Par contre, j'imagine que quand on délègue à des sociétés privées à tour de bras, c'est qu'on cherche à se délester. Alors on se déleste de personnel, alors on se déleste d'investissement, alors on se déleste de missions de service public. Mais pourquoi faire? Sûrement pas parce que on a voulu être un élu consciencieux, bon gestionnaire et travailleur qui prend d'arrache-pied les responsabilités municipales. Non, puisqu'on a choisi de s'en remettre à des sociétés privées. C'est donc qu'on a décidé de ne pas travailler, de ne pas investir son mandat et de faire confiance en aveugle à des sociétés qui vont vaguement vous donner des rapports épais comme ça chaque année que vous n'allez même pas lire. Alors pour quelle raison on fait ça? Au-delà peut-être de la fainéantise. On le fait aussi pour essayer de dire, nous on n'a que 50 ou 50% ou 55% de masse salariale dans le budget. Ah, ça plaît aux banques. Ils ne sont pas des irresponsables qui ont trop de fonctionnaires. Entre guillemets. On le fait aussi parce que on veut donc diminuer les charges de fonctionnement d'une année sur l'autre. Parce que la banque, l'agence de notation, elle va regarder si la courbe des dépenses de fonctionnement est bien maîtrisée. Parfois, si elle baisse, encore mieux, une note meilleure. On va vous prêter un taux d'intérêt plus intéressant parce que là, vos dépenses de gestion entre 2011 et 2012 ont baissé de 3%. Alors là, ils sont super contents. Alors on gagnera un petit point sur un taux d'intérêt. Mais enfin, comme on n'a choisi pas nécessairement le bon prêt, c'est pas un taux fixe, donc il sera vite rattrapé 6 mois après. Mais personne ne l'aura vu. On aura juste, à la signature, eu un petit bon point. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, en tant qu'usagers des mêmes services publics, en termes de contribuables, nous sommes amenés à payer beaucoup plus cher avec notre porte-monnaie. Alors que le budget de la commune, lui, a cherché à être le bon élève de service. Il s'est mis à la remorque des intérêts financiers des banques, qui exigent ceci et cela, mais qui surtout permet de faire basculer des pans entiers qu'avant nous avions payés avec nos impôts, que nous avons parfois amortis avec nos impôts, développer localement avec nos impôts, faciliter pour nos enfants pour accéder à la culture, aux écoles, dans un environnement de qualité et tout, avec nos impôts, et demain ça se transforme en parts de marché qui vont nous coûter beaucoup plus cher. Parce que sortir la finance de la vie communale, ça passe par des choix de gestion, par un état d'esprit de gestion, mais ça passe aussi par le fait qu'on ouvre les livres de compte, qu'on sorte du débat politique classique et que l'on admette qu'on va avoir le débat avec nos concitoyens
sur la réalité de qui est le bon gestionnaire entre celui qui fait le choix de la délégation à une société privée pour le parking, pour les transports, pour la chaleur, pour les déchets, pour tout ce que vous voulez, voire pour l'eau, pour l'assainissement, et celui qui va gérer comptablement dans le cadre de la comptabilité publique, et on va comparer les deux modes de gestion. Enfin, sortir la finance de la vie communale, ça sera aussi le rapport au personnel, aux conditions de travail, à la souffrance au travail, je crois aussi au rapport à la précarité et à ne pas accepter ni les CDI ni les CDD dans la fonction publique territoriale. Il faut avoir ça à l'esprit, le creuser, l'observer, le regarder dans la collectivité dans laquelle on vit. Là, je ne m'adresse pas à des militants politiques ni à des élus, mais à des citoyens à qui on doit des comptes et qui doivent en exiger. Vous devez vous mêler de la vie locale, de tout vous regarde, hein, y compris ce que certains prétendent en spécialistes être ce qui est du ressort de ce qui ne vous regarde pas. Tout est à vous. C'est vous qui financez. Par vos factures de l'eau, vous financez votre régie de l'eau. Par vos tickets de transport, vous équilibrez le service public des transports aujourd'hui, puisqu'on décide de vous en faire porter un bout sur votre dos pour équilibrer le service des transports. Et ainsi de suite. Bien. Donc, il s'agit aussi de créer les conditions d'un partage de la connaissance. Moi, je suis un militant récent de la gestion publique de l'eau. J'avais la conviction politique que l'eau est un bien commun de l'humanité. Daniel Mitterrand, depuis 1997, m'expliquait que c'était l'égal de l'air et du rayon de soleil. J'avais compris qu'au bout de 3 jours, on est mort si on n'a pas de flotte. D'accord. Mais, pour autant, je suis le dernier arrivé de ce combat. Même si le combat des lacs de l'Essonne et ma disponibilité, parce que je ne cumule pas les mandats, fait que je peux me promener et essayer de transmettre notre expérience en voiture, voilà, à tous ceux qui veulent. Mais en dehors de cet aspect-là, je me suis... j'en ai perdu le fil, tiens, ça arrive des fois, c'est la fatigue. En dehors de cet aspect-là, je me suis rendu compte que, bah tant pis, je l'ai perdu. C'est le fil de l'eau. Ça arrive. C'est le fil de l'eau que j'ai perdu, ouais. Jeune militant de l'eau. Oui, alors je suis un jeune militant de l'eau, disais-je, oui, bien sûr. Mais de longue date, les comités attaquent. Inde Cosa CGT, l'UFC Que Choisir, le tissu associatif, l'expertise citoyenne a été capable de démontrer qu'elle en savait bien plus que ces châtelains municipaux qui prétendent bien gérer les deniers publics et qui sont rien d'autre qu'une bande de fainéants qui veulent paraître, qui veulent couper des rubans, qui veulent aller éventuellement, et ils ont raison quand même de le faire, bien sûr, aux commémorations du 11 novembre. C'est pas le sujet. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne gèrent plus rien. Ils n'ouvrent pas les portes et les fenêtres. Ils sont censés servir l'intérêt public et l'intérêt commun, et ils tiennent bien loin les citoyens de la lumière, de là où est la connaissance. Et je disais que j'ai pratiquement tout appris, des Raymond Avrier à Grenoble, des Daniel Mitterrand à France Liberté, de ceux qui, à l'appel de Varage dans le Var, ont lancé en 2000 un appel pour la gestion publique de l'eau. Toutes ces initiatives sont venues renverser la table, créer des effets dominos, certains disent pour blayer des taches d'eau autour d'eux, bien entendu. Et je les en remercie, et aujourd'hui j'essaye à mon tour d'amplifier cela. Donc, n'oubliez pas que cette expertise, vous pouvez vous en saisir. Vous pouvez vous en mêler en rejoignant nos listes municipales, bien sûr, en vous impliquant dans des assemblées citoyennes ou dans des comités citoyens de défense des services publics demain. D'accord. Mais je crois qu'il faut le faire tout au long de l'année, en investissant les associations de consommateurs, en militant dans les collectifs qui revendiquent les documents qu'on nous cache alors qu'ils sont publics, les délibérations du conseil municipal, les contrats et les avenants, les rapports de délégataires pour le parking ou pour la chaleur. Bref, mêlez-vous de tout ça et vous vous rendrez compte, comme chez nous, quand on a mis tout ça sur la table, tout ça sur la place publique, on l'a donné à tous les partis politiques, à toutes les amicales de locataires, à tous les conseils syndicaux de copropriété, à toutes les associations de consommateurs, de commerçants, à tous les clubs d'entrepreneurs, et on leur a dit, comparez la gestion publique et la gestion privée, arrêtez-vous 5 minutes et regardez les chiffres en face. Allez, d'accord, ma conviction politique
que vous caractérisez de bolchevique, je la mets de côté, d'accord? Et regardons qui est au service d'une idéologie aujourd'hui dans les choix municipaux. Alors commençons à comparer le compte de résultats de la société de parking, de la société de géothermie, de la compagnie de transport, en vertu du contrat de la commune, avec ce qu'est un compte administratif en comptabilité publique. Faisons cette comparaison. Dans quel tableau il y a des remontées financières à la holding? Dans la comptabilité publique ou dans la comptabilité et dans le compte de résultats en application du contrat avec la société privée? Dans quel tableau financier il y a des impôts locaux qui sont répercutés de manière aléatoire? L'autre jour, j'étais à Gaillac, il y avait le maire dans la salle. Je prends le compte annuel d'exploitation de l'année 2011 et celui de l'année 2012 et je me tourne vers la salle et je dis: alors, on vous a augmenté les impôts locaux de 26% l'année dernière? Les gens rigolent, ils disent: oh bah non, vous parlez, les élections approchent. Le maire regardait ses pieds. Je lui dis: alors pourquoi Veolia répercute 26% de plus d'impôts locaux dans la facture des habitants de cette commune? Et voilà. Et ainsi de suite. Des frais de siège, et ainsi de suite, des frais de recherche. Ah, il y a de la recherche qui est faite avec votre facture et vos impôts? Et vous avez les résultats de la recherche? En quoi vous en profitez? Pas une ligne dans le rapport du gestionnaire privé. Et pourtant l'argent s'envole. C'est avec nos factures que cet argent s'envole pour aller faire autre chose. Peut-être même pas de la recherche, qu'est-ce qu'on en sait, puisqu'on ne nous rend pas de compte sur le service qui est fait avec ce qu'on paye. Et je continue. Et on descend. Ah, un nombre d'employés. Ah bon? 500 000 euros. Ah. Il y a 9 personnes ici au service de l'eau? Ah non, non, on les a jamais vues en tout cas. Ah. Bon, bah alors pourquoi il y a des marges 9 à cet endroit-là? On a sûrement besoin de 9 personnes en vrai, en gestion publique. En tout cas, moi je sais que dans une commune, à moins de 5 à 7 personnes, on ne gère pas le service de l'eau. Et puis après, on peut bien sûr aller bien au-delà selon ce que l'on fait faire à sa régie ou à ce que l'on met en gestion publique à un instant T. Donc on sait très bien qu'il faut des gens et que derrière ce que l'on paye, il y a un savoir-faire, il y a un professionnalisme, il y a de la compétence, etc. D'ailleurs, ils sortent tous des mêmes écoles, donc ils sont les bienvenus avec leur contrat dans la gestion publique, même quand ils ont travaillé un temps donné dans la gestion privée. Nous les accueillons. Et nous savons qu'ils ont de la compétence. Ce qui nous gêne, nous, c'est d'avoir dans nos factures des parasites. C'est-à-dire ceux qui ont inventé les emplois qui ne nous servent à rien. C'est-à-dire les communicants pour les éléments de langage, qui se trimballent à me poursuivre de conférence en conférence et qui répètent tout le temps la même chose depuis 3 ans. Je leur dis: vous pourriez au moins réviser votre logiciel. Vous payez des communicants pour faire quoi? Vous êtes encore en train de dire des trucs alors que vous savez très bien que je ne mens pas. La différence comptable, elle est dans les chiffres. Et ce n'est pas une histoire d'idéologie politique. Et à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec un résultat, en plus de toutes ces remontées et de toutes ces choses qui sont dans la facture qui ne servent à rien, des remontées financières et des résultats positifs pour les filiales, parce que vous venez prôner la concurrence libre et non faussée. Mais ça s'applique qu'aux autres, puisque quand vous mettez la main sur un truc et que vous avez ce contrat sur quelque chose pour tous les métiers à l'intérieur, vous faites travailler les filiales sans concurrence libre et non faussée. L'informatique, c'est une filiale de chez vous. Le logiciel de facturation, c'est une autre filiale de chez vous. Le leasing pour les bagnoles, c'est une 3e filiale de chez vous. Et pour les travaux, vous ne faites pas d'appel d'offres. Vous allez chercher l'autre filiale du groupe qui fait les travaux. Et à chaque fois, chacun prend sa facture, chacun prend sa marge, chacun vient s'engraisser sur le dos des contribuables qui ont la fin du mois qui commence de plus en plus tôt, quand elle ne commence pas au début du mois. Donc c'est aussi avec ça que nous devons rompre et nous faire entendre que c'est eux qui sont au service d'une orientation politique, d'une idéologie, d'une gabegie de l'argent public, et que c'est nous qui servons l'intérêt général et qui défendons le service au prix coûtant, parce que tout a un coût. Et la question est de savoir d'ailleurs à qui on le fait supporter ce coût quand on prétend être du côté de la justice sociale et du partage des richesses. Parce que c'est ça la fonction de la gauche, être des partageux et rien d'autre, et servir l'intérêt général et défendre les biens communs. Alors, cette comparaison-là, je vous invite à la faire.
Vous les avez dans ces rapports de délégataires dès qu'il est confié en délégation de service public. Quel odieux mot, d'accord? Pour dire quoi? Privatisation de la gestion d'un service public. Voilà ce que veut dire ce mot. Voilà. Et c'est pas un appel d'offres. Ne vous faites pas avoir. Un appel d'offres en France, dans le Code des marchés publics, c'est une procédure qui vise à ce que des gens répondent à un cahier des charges et après, selon comment ils y répondent, ils sont notés et classés entre des offres avant qu'on leur dise c'est vous qu'on garde et qu'on retient. Mais une délégation de service public pour le centre culturel, pour le parking, pour les transports, pour l'usine d'incinération, pour la production de chaleur, c'est pas ça. Une délégation de service public, c'est une procédure de négociation dite transparente. C'est pas un appel d'offres. Vous ne faites pas manipuler. Et qui mène la négociation? Le président ou le maire, selon qui est à la tête de l'exécutif ou quel niveau de collectivité a la responsabilité de la compétence communale ou communautaire. Quand on dit Chambéry Métropole ou les lacs de l'Essonne, on dit communautaire pour parler de la communauté d'agglomération. Je trouve pas ça très... d'ailleurs, mais juridiquement, c'est comme ça que ça se dit. Moi, je dirais plutôt intercommunal ou de la communauté. Bon, bref. Eh bien, c'est une négociation réputée transparente. En quoi elle est transparente? Première étape, les entreprises privées sont priées de venir présenter leurs capacités, leurs aptitudes et leurs références. Alors déjà, vous avez une partie à ce moment-là qui sont pas retenues, alors que vous savez pertinemment qu'à l'autre bout de la France, elles sont retenues. Des fois, vous avez même des très gros qui sont pas retenus dès le premier tour. Et puis au tour d'après, vous avez ceux que vous avez retenus, et qui doivent répondre à un cahier des charges. Ce cahier des charges, je rentre peut-être un peu dans le détail, ce cahier des charges, eh bien, il est défini à un instant T. Mais comme c'est une négociation, et que tous les postulants ne sont pas obligés de répondre pile poil. D'ailleurs, parfois, ça les arrange de ne pas répondre pile poil. Et comme celui qui organise la négociation réputée transparente constate que personne ne répond pile poil, il est obligé d'amender sa propre définition de ce qu'il veut, pour faire plus simple. Et donc le voilà qui rentre en négociation et qui fait des allers-retours vers sa commission de délégation de service public, qui là est composée de quelques élus, de la majorité et de l'opposition, mais il lui rend compte de ce qu'il veut bien lui rendre compte. Et puis au fur et à mesure de la négociation, comme il pose les questions dans les mêmes termes, eh ben on apprend à la réunion suivante qu'il y en a deux qui ont abandonné la discussion parce qu'ils n'ont pas voulu s'aligner, ou ils n'ont pas voulu répondre favorablement à la sollicitation qui leur a été faite. Et puis souvent à la fin, il n'y en a plus qu'un, avec qui on continue à négocier, on ne sait pas pourquoi, mais on continue, parce que ça fait bien de négocier. Bref, il y a largement la place dans ces procédures-là pour choisir qui on veut. C'est ça que je suis en train de vous faire comme démonstration. Voilà. Et donc, on ne me la raconte pas. Et pendant ces discussions-là, comme on fait ce qu'on veut, même si c'est réputé transparent et codifié par un code qui, lui, est particulièrement permissif, puisqu'il permet de faire tout ça pendant des mois, eh ben, moi je le dis, il y a des domaines dans lesquels, à quelques centimes près du mètre cube, ou à quelques centimes près du billet, ou à quelques centimes près du machin, eh ben, on organise une surfacturation qui va aller conduire à alimenter autre chose. Alors, dans le meilleur des cas, bien sûr, ça peut être le festival de jazz, le club de foot, la pub de magazine municipal, je ne sais quoi. Mais on vous fait payer à vous des trucs qu'on a normalement à payer par un impôt qui n'est pas totalement juste, mais qui est peut-être moins injuste que le ticket de parking, le billet de transport en commun ou la facture de l'assainissement. Ou la facture de chauffage. Je veux dire, après chacun dans sa commune prend l'exemple qui lui convient. J'essaye de donner un caractère un peu généraliste à la portée du raisonnement, mais que vous pouvez après retraduire dans ce à quoi vous êtes, vous, confrontés. Donc, là, je voulais mettre l'accent là-dessus parce que sortir la finance de la vie communale, c'est aussi sortir la gestion des biens communs et de l'intérêt général de ces procédures réputées publiques par leur vocabulaire, mais qui ne sont rien d'autre que des endroits de compromis
pour pas dire autre chose, pour des gens qui vont à la fin avoir l'air super contents de vous avoir fait bénéficier d'une baisse à la signature, j'insiste sur le à la signature, de votre facture ou dans le budget. Et à l'arrivée, peu importe si dans les 7 ans, les 12 ans ou les 20 ans qui viennent, l'entreprise en question, qui fait les travaux à la place du budget communal, qui fait le travail à la place des services communautaires, fait 3-4 fois la culbute par rapport au prix initial. Tout le monde s'en fout, tout le monde va l'oublier. 3 équipes municipales vont passer, ils vont même pas avoir à réviser le contrat, puisqu'ils vont même pas se rappeler que le truc est signé et continue à courir. Puis il y a déjà assez de travail comme ça, on verra ça dans le prochain mandat. On les connaît, quoi. Bon. Donc, nous avons là aussi à annoncer que nous allons aller regarder les contrats, les avenants et les rapports. Et que nous allons le faire avant les élections municipales, parce qu'on va arriver dans les élections municipales et la donne va changer. Et s'il y en a qui se sont amusés dans la mandature précédente à capituler et à voter ces compromis pourris, eh ben nous, on ne sera pas la génération d'élus qui arrivent dans les conseils municipaux pour voter en cadence, et nous ferons comme ceux qui résistent par vent et marée et qui en font déjà la démonstration dans les conseils municipaux, comme notre camarade du NPA ici. Alors, ensuite, dans notre approche, pour sortir la finance de la vie communale, il y a aussi, et je finirai avec ça parce que j'ai déjà été long pour un propos introductif, il y a un aspect bataille culturelle. N'oublions jamais que la gratuité socialise ce qui était privé, et que le capitalisme privatise ce qui était commun. Si je voulais résumer ce sur quoi je voudrais terminer cette introduction. À partir du moment où nous ouvrons le débat sur l'impôt, sa justice et sa redistribution. J'ai noté, pour ceux qui voudront prendre la... Oui, je pourrais la répéter. Elle n'est pas de moi, je crois qu'elle est de Paul Ariès en fait, ou c'est moi qui la déforme au fil du temps, je ne sais plus. Alors, elle est pertinente. Alors, je voulais dire que avoir ce débat, c'est aussi avoir le débat sur le rapport à l'impôt et à sa redistribution au travers de droits effectifs pour nos concitoyens. C'est avoir le débat sur demande-t-on, en les pointant du doigt à ceux qui ne peuvent plus payer, de s'auto-désigner comme des pauvres pour réclamer leurs droits ou l'accès à des biens communs dont ils ne peuvent pas se passer pour leurs gosses ou même pour leur famille. Voilà pourquoi je ne veux pas plomber le travail unitaire en finissant là-dessus, parce qu'il y a sur la question de la gratuité une diversité politique, mais pour que le débat se poursuive enfin se prolonge sur un sujet comme celui-ci. Parce que redistribuer l'impôt, pour nous, c'est ouvrir des droits pour tous, en tant que citoyens, en tant qu'individus à part entière. C'est parfois, en ouvrant des nouveaux droits, créer des effets de souffle, faire passer des caps psychologiques. Est-ce qu'on se résigne à dire que ceux qui peuvent se payer le carburant et l'assurance et l'entretien de la bagnole vont être dans des voitures et demain il n'y aura plus que des pauvres avec la tarification sociale dans le bus parce qu'on n'aura pas créé l'effet psychologique de faire abandonner 1 ou 2 voitures dans certaines familles parce que les transports sont gratuits et on se dit bon bah tout compte fait vu que les transports sont gratuits, bah, peut-être que ce matin puis 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis peut-être que si on est dans un rapport plus sobre et pas dans une course en avant où on prétend dire à la face du monde, bah, soit vous allez vouloir vous développer comme nous, mais alors il n'y aura pas assez de place sur la planète et pas assez de ressources sur la planète, soit vous n'aurez jamais droit à avoir notre modèle dans votre vie quotidienne, et ben, il faut peut-être aussi que nous, on innove, on invente des moyens de créer des bouleversements d'esprit, parce qu'il nous faut faire des ruptures culturelles.
il en va aussi, j'en ai pas parlé, dans nos assiettes, dans la cantine scolaire, dans plein de domaines, où moi je vois les débats qu'on a, même parfois dans mon propre parti, sur le fait qu'il faudrait être dans des logiques où on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on a besoin de produire autant de viande en France et en Europe. Bah oui, on est très inquiet quand il n'y a pas de viande à la cantine pour nos gamins à l'école, alors que c'est absolument pas obligatoire si on regarde l'équilibre nutritionnel des enfants et de tout le monde d'ailleurs, même pour nous les adultes. Bref, il y a des espèces de courses en avant comme ça, sur lesquelles on ne va pas à la confrontation, à faire réagir. Moi, je l'ai eu la possibilité de le faire sur la biodiversité et les pratiques horticoles en milieu urbain. On a arrêté les pratiques horticoles en pleine ville pour faire réagir, pour faire débat. Puis après, on a expliqué. C'était une autre manière de faire. On a eu les chocottes. Aujourd'hui, les gens râlent pas. Ceux qui viennent de l'extérieur disent « Oh là là, il y a beaucoup d'herbes. » Non, ils me disent « Votre ville est sale. » Je leur dis non, elle n'est pas sale. Vous voulez me parler des graminées et des plantes vivaces qui poussent au pied des arbres. C'est de ça dont vous me parlez. Oui, c'est ça, il y a des trucs là, oh là là. Oui, c'est ça. Eh ben, on ne passe pas tous les 15 jours avec des tondeuses, avec des débroussailleuses thermiques, d'accord, à faire du bruit sous les fenêtres des gens, et on applique la fausse tardive, et on met plus des herbicides et des pesticides qui vont flinguer la vie de la terre, la nappe phréatique qui est en dessous, dont nous avons nous-mêmes besoin pour aller alimenter l'eau de notre régie publique de l'eau. Bref, on se pose des questions sur l'état de la biosphère, qui est unique à l'échelle de la planète, et comment nous, on transmet à la génération d'après la capacité à pouvoir vivre, parce que la planète pourra continuer sans nous, mais l'humanité sera peut-être plus là pour constater qu'elle continue à tourner. Et donc ça aussi, c'est notre responsabilité. Je dis ça parce que c'est aussi par ces pratiques-là qu'on fait reculer des lobbies interventionnistes, des vendeurs de produits chimiques, des courses en avant à faire des ouvrages municipaux publics pour récupérer des eaux de pluie dans des caniveaux, puis dans des tuyaux qui se polluent pendant le transport, qu'il faut après décanter avant de les rejeter en milieu naturel, alors qu'il suffirait juste d'avoir un peu plus de prairies, de fauchage tardif, de zones moins minéralisées par du goudron, du pavé, du béton, etc. Mais partir des usages, des déplacements pédestres, des personnes à mobilité réduite ou des chemins carrossables qui n'ont pas nécessairement besoin d'être bituminés pour pouvoir être tout à fait accessibles et utilisables, et ainsi permettre que des choses qui à l'arrivée vont faire des économies pour le contribuable vont coûter bien moins cher pour la collectivité, puisqu'il y aura moins d'intervention humaine, moins d'intervention urbaine, tout en étant dans un urbanisme très dense, parce que ce n'est pas incompatible de faire de l'urbanisme compact et de préserver une certaine biodiversité. Et bien à l'arrivée, tout ça coûtera moins cher et en plus sera utile à l'intérêt général humain et à l'écosystème dont nous ne pouvons pas nous passer. Donc c'est aussi par ces pratiques concrètes que l'on sort les logiques marchandes, les logiques financières, les logiques commerciales, et on bat en brèche des fausses idées, des fausses bonnes idées, des idées reçues sur lesquelles nous avons aussi une bataille culturelle à gagner sur le long terme. Pour tout ça, il faut que tout le monde s'en mêle, donc je finirai sur cette citation assez classique, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, mais comme disait Machiavel, le meilleur rempart des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Je vous remercie.